Choisir un ETF World, c'est probablement l'une des décisions les plus importantes que vous prendrez en tant qu'investisseur. Et pourtant aujourd'hui, c'est devenu presque impossible de faire un choix serein. Chaque année, de nouveaux ETF arrivent sur le marché. On va passer des comparatifs partout, des tableaux, des classements. Sur Reddit, sur YouTube, sur Twitter, il y a toujours un meilleur ETF, toujours un nouveau produit censé faire mieux que le précédent. Résultat, on doute, on compare sans fin et surtout, on a peur de se tromper. Mais le vrai problème, c'était pas vraiment de choisir le mauvais ETF, le vrai problème, c'est de choisir un ETF. Et de passer ensuite 20 ans à se demander si on aurait dû en prendre un autre. Parce que l'objectif au fond, c'est pas de trouver le meilleur ETF aujourd'hui, l'objectif c'est de trouver un ETF que tu seras capable de garder pendant 20 ans ou 30 ans, quoi qu'il se passe sur les marchés à court terme. Et c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va faire une petite analogie. Donc choisir un ETF, c'est un peu comme choisir un partenaire de vie. Normalement, c'est pas censé être temporaire. Quand on choisit un ETF World, on ne le fait pas pour quelques mois, on fait un choix qui est censé nous accompagner pendant des années, parfois des décennies. Et comme dans une relation, tout ne se passe pas toujours bien. Il y aura des périodes où tout va monter, où ton ETF te donnera l'impression d'avoir pris une super décision, et d'autres moments où il sera en baisse de 15 à 20%, et là forcément, tu te mets à douter. En France, ces changements impulsifs coûtent très cher. Vendre un ETF, c'est pas neutre. Il y a de la fiscalité, des frottements et surtout des décisions émotionnelles prises au mauvais moment. Le vrai problème, c'est pas la volatilité. La volatilité, elle fait partie du jeu. Le vrai problème, c'est de choisir un ETF que tu comprends pas vraiment et en lequel tu n'as pas totalement confiance. Parce que dans ces cas-là, tu risques d'abandonner au pire des moments. Et sur le long terme, ce genre d'erreur coûte bien plus cher qu'un mauvais choix d'ETF sur le papier. Alors pourquoi la diversification mondiale reste logique en 2026? Il y a une vérité qui est assez simple et qu'il faut accepter quand on va investir sur le long terme, c'est que personne ne sait quel pays va dominer dans 20 ans ou 30 ans, même si on peut avoir des tendances, bien sûr. On ne sait pas non plus quels secteurs seront les plus performants, ni d'où viendront les futurs leaders mondiaux. Aujourd'hui, ce sont surtout les États-Unis qui dominent les marchés. Demain, peut-être que l'Inde prendra une place beaucoup plus importante. Et peut-être que le prochain géant mondial n'existe même pas encore, ou qu'il est en train de se développer dans un pays auquel on ne pense pas du tout aujourd'hui. Et c'est justement là que l'approche World va prendre tout son sens. En investissant mondialement et passivement, tu n'as pas besoin de deviner ce qui va marcher. Tu possèdes à la fois les leaders d'aujourd'hui et ceux de demain, peu importe où ils se trouvent dans le monde. C'est probablement la manière la plus simple de rester discipliné sur le long terme, parce que tu dépends pas d'un pays, d'un secteur ou d'un scénario précis pour que ta stratégie fonctionne. Alors, World développé vs World complet, avec les pays émergents. Quand on parle de ETF World, il faut comprendre qu'il existe en réalité deux grandes approches. La première, ce sont les ETF World qui couvrent uniquement les pays développés. Dans ce cas-là, aujourd'hui, environ 70% de l'exposition est concentrée sur les États-Unis. On y retrouve l'Europe, le Japon, le Canada, l'Australie, mais pas les pays émergents. C'est pas un mauvais choix en soi, c'est une exposition très solide, très stable, mais il faut simplement être conscient de ce biais géographique. La deuxième approche, ce sont les ETF World dits complets, qui incluent les pays émergents. Dans ce cas-là, les émergents vont représenter environ 10% du portefeuille. Ça va donner une exposition à des zones qui peuvent jouer un rôle important à l'avenir, comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique latine. L'avantage, c'est que cette répartition évolue automatiquement dans le temps. Si les pays émergents prennent plus de poids dans l'économie mondiale, ils prendront aussi plus de place dans l'indice, sans que tu aies quoi que ce soit à faire. Aucune de ces options n'est mauvaise, le vrai problème, c'est de ne pas choisir l'une ou l'autre. C'est ne pas savoir ce que tu achètes quand tu investis. Alors comment je sélectionne un ETF World développé plus émergent? Alors à partir de là, peu importe l'indice exact, on parle d'ETF mondiaux larges pensés pour être gardés des décennies, que ce soit un ETF World développé ou un ETF World complet avec émergent. Le raisonnement va rester le même, on cherche un produit solide, simple et durable, pas un ETF qui est à la mode. Donc avant même de regarder un nom ou un émetteur, voilà les critères que j'utilise pour faire le tri. D'abord les frais. Oui, les frais vont compter sur le long terme. Je ne cherche pas un ETF le moins cher à tout prix. Une différence de quelques centimes
de pourcent ne fera pas la différence si derrière l'ETF est plus instable ou plus difficile à tenir psychologiquement. Ensuite, le suivi de l'indice, ce qu'on appelle le tracking. Je préfère un ETF un peu plus cher, mais qui colle bien à son indice, plutôt qu'un ETF très bon marché, mais avec un suivi qui va être très approximatif. Le troisième point important, ça va être la taille du fonds. Je veux un ETF suffisamment capitalisé pour réduire un maximum le risque de fermeture ou de fusion forcée. Quand on investit pour 20 ou 30 ans, ça va vraiment être un point qui est essentiel. Le quatrième critère, ça va être la réplication. Je vais privilégier les ETF à réplication physique, qui détiennent réellement les actions de l'indice. La réplication synthétique peut avoir du sens dans certains cas, notamment en PEA, mais elle doit être bien comprise et maîtrisée. Un autre point important, pas de couverture de change. Sur un ETF mondial, couvrir le change ajoute souvent des coûts et complique inutilement les choses sur le long terme. Je privilégie aussi les ETF qui sont capitalisants. Les dividendes sont automatiquement réinvestis, ce qui permet de profiter pleinement des intérêts composés et d'être plus efficace fiscalement sur le long terme. Enfin, un critère qui va être très important pour moi, pas de filtre ESG imposé ou mouvant. Je veux investir dans le marché tel qu'il est, sans exclusion arbitraire qui peuvent changer avec le temps. Je vais acheter le marché tel qu'il est et pas une opinion. C'est cette logique-là qui me permet de choisir un ETF que je suis capable de garder sereinement, même quand les marchés traversent des épisodes plus compliqués. Alors, voici mon tableau des ETF World. Donc à ce stade, je préfère, plutôt que de rentrer dans des comparaisons qui vont être interminables, j'ai préparé un petit tableau récapitulatif que je vais afficher à l'écran. Donc dans ce tableau, on va retrouver les grandes familles d'ETF World qui sont sérieux. Des ETF basés sur le MSCI World, d'autres sur le MSCI ACWI, le FTSE Old World et le MSCI ACWI IMI. Et plus largement, des ETF mondiaux larges conçus pour le long terme. Je ne vais pas détailler chaque ligne une par une dans la vidéo, c'est pas vraiment l'objectif. Ce qu'il faut retenir, c'est une chose importante. Tous les ETF présents dans ce tableau sont cohérents pour une stratégie long terme. Le but, c'est pas de créer de la confusion, ni de donner l'impression qu'il faut absolument trouver le meilleur dans la liste. Au contraire, ce tableau sert à éviter la paralysie liée à trop de choix, donner une vue d'ensemble des options solides qui existent et surtout préparer le raisonnement qui va mener au choix final. À ce stade, après avoir posé le cadre et expliqué la logique et montré qu'il existe plusieurs ETF pour le sérieux, la question logique c'est: qu'est-ce que je ferais moi concrètement si je devais repartir à zéro en 2026 avec une stratégie long terme, simple et assumée? Perso, mon choix personnel serait le Spider MSCI ACWI. Alors je vais être clair, c'est pas parce que c'est l'ETF parfait, ni parce que c'est celui qui a les frais les plus bas du marché. Je le choisis parce que pour une stratégie à vie, c'est l'un des compromis les plus cohérents que je connaisse. D'abord parce qu'il couvre le monde entier, à la fois les pays développés et les pays émergents. J'ai pas besoin d'ajouter un ETF émergent à côté, ni de faire des ajustements réguliers. Ensuite, parce que c'est un indice institutionnel qui est robuste, utilisé depuis longtemps, bien défini et qui évolue naturellement avec l'économie mondiale. C'est aussi un ETF qui va être simple à comprendre. Je sais exactement ce que je détiens, je sais comment l'indice est construit et je sais pourquoi je l'ai choisi. Et surtout, il est suffisamment large pour être pertinent sur 20 ans ou 30 ans. Si demain les pays émergents prennent plus de poids, ils en prendront automatiquement dans l'indice. Si certains pays ou secteurs déclinent, ils seront progressivement remplacés. C'est exactement ce que je recherche dans un ETF World. Quelque chose qui s'adapte sans que j'ai besoin d'intervenir. Ce n'est pas l'ETF le moins cher du marché, mais c'est probablement l'un des plus cohérents pour une stratégie à vie. Et quand on investit pour plusieurs décennies, la cohérence et la discipline comptent bien plus que l'optimisation au centième de pourcent près. Alors l'erreur majeure qu'il va absolument falloir éviter, c'est ce qui coûte très cher et qu'on pense pas forcément sur le long terme. Si tu as déjà un ETF World en plus-value et qu'il est toujours cohérent avec ta stratégie, le vendre pour en changer va souvent être une erreur. Pourquoi ? D'abord à cause de la fiscalité. Vendre un ETF en plus-value, c'est déclencher de l'impôt, et cet argent-là ne travaille plus pour toi. Ensuite, il y a les frottements, les frais, les écarts de marché, le timing parfait. Même si tu penses améliorer ton choix, tu perds souvent une partie de ton capital au passage.
Et surtout, il y a des erreurs psychologiques. Changer d'ETF parce qu'on doute, parce qu'on a vu une vidéo ou parce qu'un autre produit semble meilleur, c'est rarement une décision rationnelle prise à froid. La solution la plus mature, dans la majorité des cas, c'est beaucoup plus simple que ça. Tu gardes l'existant, s'il est toujours aligné avec ta stratégie long terme, bien sûr, et tu rediriges simplement les nouveaux versements vers l'ETF que tu préfères aujourd'hui. C'est souvent la meilleure manière de limiter les coûts, rester discipliné et d'éviter de saboter une stratégie qui fonctionne déjà en fait. Alors, petite conclusion, il n'existe pas d'ETF parfait, il existe des ETF suffisamment solides pour être gardés. On passe souvent beaucoup trop de temps à chercher le meilleur produit, à comparer des détails, à vouloir optimiser à l'extrême. Mais sur 20 ou 30 ans, la vraie différence ne se fera pas là. Ce qui fait la différence sur le long terme, ce n'est pas l'ETF que tu choisis, c'est ta capacité à le garder. Garder le cap quand tout va bien, mais surtout quand les marchés baissent, quand les doutes arrivent et que tout le monde remet en question sa stratégie. Si tu devais repartir de zéro en 2026 avec ce que tu sais aujourd'hui, quel ETF choisirais-tu et pourquoi? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment, on pourra comparer avec les conclusions que moi j'en ai tirées.